Nos fruits personnels. L'homme et la femme proviennent de la création maternelle et paternelle, mais ceci a quelque chose de divin, car le monde, on ne le connaît point. Même au jour d'aujourd'hui, l'ontologie de nos sciences ne sait le saisir dans sa totalité. Nous pouvons donc dire que la vie est un mystère. Les sciences divines sont le fruit d'un aboutissement de dialogue et de vécu ainsi que d'ego qui nous montrent la matière. Ceci est un fondement qui peut aller jusqu'au chaos, car dans cette matière, il peut y avoir des destructions, une forme de Big Bang. La question fondée que je pose est la suivante. Doit-on chercher et aller au plus loin dans ces sciences ? Un scientifique te dira oui, un psychanalyste te dira peut-être, et un philosophe te dira sûrement non. La vérité peut être moralité. Vivre avec ce désir pousse notre conscience à le réaliser. Comme tout type de sujet traité avec intuition, nostalgie ou réflexion. Alors la vérité se fusionne avec nos mots de fierté. Car la vérité nous pousse à rester humbles et mène à la confiance en soi. La confiance en soi accompagne la volonté dans la démarche personnelle. Ce moteur est la racine des élans professionnels ainsi que des sentiments, tout en sachant qu'on peut dissocier les uns des autres. Mais si les uns sont liés aux autres, cela devient plus intéressant. La société est sous domination de l'argent. Cela peut écœurer et ébranler nos âmes. Nous pouvons y trouver un remède, la croyance. Celle-ci permet de se détacher légalement d'un système injuste laissant derrière lui de nombreuses personnes. La domination de l'argent est supposée rendre heureux par le biais du matériel. Ainsi, aveuglée, une partie de la population se laisse dominer par des machines, robots, diffuseurs d'objets virtuels et des modes vestimentaires qui ne semblent mener qu'au paraître. L'argent. L'argent conditionne les ménages, mais dans quel but ? Sachant qu'il en faut pour se nourrir, se loger et fonder un foyer, il est responsable de s'en procurer suffisamment pour l'utiliser à bon escient. Certains veulent s'enrichir au sein d'entreprises en pensant entre autres à leur pouvoir d'achat. Les constitutions fonctionnent sur ce schéma. Et c'est toujours le plus fort qui gagne. Celui qui est le plus riche aura le plus de marché. Nous vivons et constatons que nos classes moyennes ont de plus en plus de mal à résister, car cette minorité faite de quelques individus est enclavée dans le dilemme du pouvoir. La vision de l'État vis-à-vis de sa population se doit d'être bienfaisante auprès de toutes les générations. L'État se doit d'assurer une éducation et d'apporter une aide sociale pour garantir santé et prospérité. Ce point devient réalité de manière idyllique. Alors nos croyances et nos actes prennent les couleurs d'un rêve américain stimulé par un élan positif, constructeur et moralisateur. Les vertus que l'on possède, dont talent, entraînement, recherche personnelle, culture, sport, ont pour but de développer le physique et le mental. Nos âmes doivent s'émerveiller pour ne pas être névrosées. Et donc, donner une place importante à l'effort. Celui-ci a pour souche l'amour-propre et l'amour des autres. Cette lumière doit pouvoir nourrir en permanence conscience et satisfaction. Ce métabolisme est complètement nécessaire pour avancer dans la vie. Esprit et lumière sont liés comme le jour et la nuit. Ainsi, nous vivons avec nos esprits de lumière et parfois d'ombre cachée.
L'homme et la femme sont bipolarisés par les idées qui surgissent de la pensée et qui parfois se transforment en actes positifs ou négatifs. La morale peut se scinder en deux entre le bon et le mauvais. Cette chose dépend de l'individu, de son charisme notoire ou malfaisant. L'homme choisit son camp. Soit il fait bien, soit il néglige son corps et son âme. La prise de décision diffère selon l'individu. L'environnement a pour but de générer des actes comportementalistes liés au travail ou toute autre sorte d'activité. Cet environnement doit être positif, sans stress, et ne pas mener à une perte de confiance. La confiance. La confiance est un trésor. Elle ne se donne pas, ne se vend pas, ne se dérobe pas. Elle s'accorde comme un instrument de musique, c'est-à-dire que nous allons l'adapter à chacune des personnes qui vont la partager avec nous afin d'arriver à un accord mutuel susceptible d'évoluer dans le temps selon la nature des relations que nous allons avoir avec elle. La confiance oriente les pensées actives, positives de préférence, car dans le partage, on y retrouve l'apprentissage du respect. Nous nous autorisons à transmettre la confiance pour un bonheur partagé et communicatif qui nous renvoie à nos croyances en un amour divin, protecteur et unificateur. Lorsqu'il est question de relation, la religion ne doit en effet en aucun cas être négligée, car elle nous amène à réfléchir sur le bien à apporter aux autres comme à soi-même. Ceci est l'un de ses rôles les plus importants dans la mesure où elle agit avant tout pour le respect et le bien-être des individus entre eux. Croire en la spiritualité aide toujours à trouver son chemin, même dans les situations les plus critiques et empreintes d'un certain mal-être. S'imaginer que l'on peut réussir avec une bonne pensée sert à donner de l'empathie à ce que l'on est et ce que l'on aime. C'est ce qui nous place dans une bonne dynamique d'amour, mais aimer de la bonne manière est sans doute ce qu'il y a de plus dur dans la vie. Effectivement, donner la bonne dose d'amour est difficile à réaliser. On peut aimer trop ou pas assez, on peut passer à côté de ce qu'attend l'autre, mais pourquoi ? Peut-être que quand il y a désir, la richesse de pouvoir aimer se forme dans le fond, mais il est dur de pouvoir comprendre ce qu'aimer est vraiment. En réfléchissant, nous trouvons de temps en temps une réponse dans nos cœurs, mais quelquefois, nous pouvons être troublés par nos sentiments. Aimer est donc très complexe à gérer. Parfois, une émotion sécrétant des palpitations hormonales peut aussi se dessiner. Alors, le contrôle émotionnel donne un engouement qui peut être raisonnable ou déraisonnable. Cette forme d'amour reste quand même de l'amour. Quand on aime, il faut savoir le dire. Ceci est important de pouvoir en discuter avec quelqu'un, amis, parents, famille, et voire même un thérapeute pour apprendre à comprendre véritablement ce qu'est l'amour. L'amour véritable est un amour infini et inconditionnel envoyé par Dieu, telle une énergie céleste. Cette vertu donne le pas à la réalité profonde d'un enthousiasme expressif, c'est-à-dire l'expression d'un sentiment bon et gratuit qui peut être partagé. L'amour inconditionnel est l'arme absolue que le divin nous envoie pour combattre tous nos maux. Mais nous sommes encore trop ébranlés par nos souffrances. Stress, jalousie, rancune, toutes ces maladies décourageantes nous empêchent de voir avec justesse la puissance de cet amour qui sommeille en nous et qui pourtant pourrait être la clé de tous nos problèmes. Car seul l'amour nous permet d'accéder à la beauté véritable qui réside en toute chose et qui devrait être présente dans toute action. La beauté est tout autour de nous, quoi que l'on en pense ou que l'on en dise.
mais elle ne s'offre qu'à celui qui veut bien la voir. La beauté, souvent, ne se distingue qu'à travers de simples choses, comme une fleur au milieu d'un désert, les couleurs du soleil qui se lève, le sourire d'un enfant. Cette beauté rejoint non seulement les yeux de celui qui la distingue, mais aussi son cœur, et se met à rayonner à travers sa parole et ses actes. Cette beauté ne peut alors qu'être aimée à son tour et être échangée, car nous sommes tous liés les uns aux autres par l'amour divin. Transformer nos paroles et nos actes en les teignant de cet amour inconditionnel que nous avons au fond du cœur devrait être notre travail permanent. Mais ce métier-là est encore difficile à apprendre et à exercer. De mauvaises pensées viennent encore trop souvent nous perturber dans cette tâche. Et seul le discernement et notre volonté peuvent en venir à bout. D'où la nécessité d'apprendre à utiliser ces deux outils indispensables. Le discernement se forgera non seulement à mesure que l'on saura prendre suffisamment de recul sur ses pensées et ses actes, mais aussi à mesure que l'on s'autorisera à écouter ses amis et ses proches. La volonté, quant à elle, est comme un muscle que l'on doit faire travailler tout le temps pour le rendre toujours plus performant et capable à lui seul de nous porter très loin à tout moment. Rien ne se fait sans volonté. La volonté est ce qui nous extrait de la paralysie mentale ou physique. La volonté nous fait distinguer la beauté au milieu de ce qui est laid. La volonté nous renvoie à l'amour et nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Cette volonté, faite de sensations, est générée par l'énergie vitale qui réside en nous. Cette énergie positive vient du cœur et de toute chose vivante. Il faut savoir la reconnaître et en tirer parti pour aller de l'avant et affronter les aléas de la vie. La juste énergie est dure à décrire, car nous la percevons difficilement. Mais avec de l'entraînement et une connaissance approfondie de soi, il devient possible de mieux l'apprivoiser. Comment doser cette énergie ? La juste énergie est présente au sein d'une onde magnétique qui vient nous envelopper dans chaque contexte et chaque environnement auquel nous sommes exposés. Il faut savoir prendre conscience de cette présence chaleureuse au travers de ce qu'elle nous procure de bon dans une situation donnée. Son action peut être imperceptible sur le moment, mais l'essentiel est de garder confiance et de savoir lâcher prise quand il le faut pour la laisser mener son action correctement. Cette énergie ne doit en aucun cas être déviée de sa trajectoire initiale pour être rendue trop ascensionnelle ou trop déclinante. Car en effet, le trop pourrait bien virer au négatif du fait d'un excès ou d'un manque. C'est pour cela qu'il faut laisser l'énergie agir naturellement. Le monde est rempli de cette énergie. Il n'est pas faux d'affirmer également qu'il est régi par des forces que seule une sensibilité aiguë permet de distinguer. Ces forces peuvent être positives ou négatives. Elles agissent sur tout, les événements, les actions, et sur le destin de chaque individu, y compris sur la place qu'il occupe au sein d'un groupe. Ces forces peuvent être le fruit de simples pensées, car les pensées sont vivantes et ne disparaissent jamais totalement. Elles peuvent au contraire se matérialiser sous la forme de paroles ou d'actions susceptibles d'apparaître, comme par coïncidence. Elles peuvent également venir se greffer à des courants de pensée générés par d'autres individus sans même que l'on en soit conscient. Ainsi, elles alimentent une force déjà en action. C'est le cas des bonnes pensées qui vont permettre à de bonnes actions de se mettre en place ou à un contexte de devenir favorable à produire du bon. Mais c'est aussi le cas de mauvaises pensées qui, inconsciemment,
vont venir se mêler à d'autres mauvaises pensées et semer le chaos en faisant se dégénérer la situation. On néglige encore trop souvent la force de la pensée, surtout celle de la pensée négative, d'où l'importance de savoir lutter contre ces mauvaises pensées et d'arriver à les censurer. L'individu qui saura percevoir les forces en action sera capable de revenir à la bonne pensée qui ramène l'ordre dans le chaos. Mais il devra pour cela faire preuve d'une bonne compréhension par rapport à la situation et surtout surmonter ses peurs afin d'être libre de prendre de meilleures décisions. La peur. Il est légitime d'avoir peur, d'autant plus que la peur peut être positive dans la mesure où elle nous permet de fuir les situations où notre vie pourrait être mise en péril. Mais la peur est encore dans trop de cas inutile et paralysante. Cependant, dépasser ces peurs n'est jamais impossible. Il suffit de savoir en observer attentivement les mécanismes et les raisons pour pouvoir s'en dégager. La peur est émotionnelle. C'est la marque d'une sensibilité absolue. L'idée liée à cette peur peut se résoudre en affrontant la souche par des exercices thérapeutiques qui aident à la compréhension de ce mécanisme assez bestial. En apportant à cette peur une vertu amicale, nous pouvons nous assurer que le rejet de ces ondes négatives peut devenir très bénéfique. Il suffit de stopper la souffrance en associant un zeste d'amour et de douceur à notre état de panique. Voilà, il faut oser ne plus accepter la paralysie et ne pas songer à ce phénomène étrange nommé peur. La peur est un phénomène bizarre qui détruit la raison. La raison s'emmagasine avec l'expérience et le temps comme un entraînement. Fondée sur la morale, elle est sans aucun doute ce qu'il convient de suivre, mais ne doit pas se détacher du cœur. Le cœur est en effet la source essentielle d'où vient toute dynamique bienfaisante. Il est aussi le filtre de nos ambitions et de nos envies. Ce qui vient du cœur doit être considéré avec sérieux, dans la mesure où cela tend vers ce qui est bon et beau pour soi comme pour l'autre. La science fait corps et âme avec le tout qui enveloppe nos émotions, nos sentiments, nos pulsions, pour dire que le cœur est un élément de la matrice où le vecteur principal sont la foi et la raison. La raison nous donne l'élément souhaité dans les limites qui nous sont accordées. Ainsi, le raisonnable nous ancre sur terre et nous évite ces moments d'éparpillement où nos pensées nous entraînent dans un gouffre où la seule solution est de se recentrer sur soi-même. Cet exercice n'est pas toujours évident, surtout en période de stress ou de mal-être. Le stress est aujourd'hui ce qui gangrène nos sociétés. Source de mal-être et de maladie, il peut se situer à tous les niveaux de la vie courante et atteindre toute classe d'individus. Il est la source de nos souffrances, nous déstabilise et nous laisse seuls face aux démons intérieurs qui nous enfoncent dans la dépression, la bipolarité ou tout autre type de déséquilibre. Les causes en sont multiples et tendent à se développer. La société est elle-même complice de ce phénomène en acceptant que certains modèles déstabilisants et au final nocifs ne soient intégrés à son fonctionnement. Souvent, elle se laisse aussi trop facilement berner par ce qui pourrait apparaître comme un certain progrès, mais qui s'avère être plus avilissant et plus destructeur que bénéfique. Dans le cas par exemple de ce besoin constant d'accélération et de performance que nous observons chaque jour de plus en plus autour de nous. Ce besoin incessant de tout obtenir dans les délais les plus courts, pour ne pas dire tout de suite,
nous enferme dans une dynamique de vite fait qui, au final, ne peut qu'être mal fait par manque de formation ou d'expérience. C'est aussi le meilleur moyen de nous engluer dans un désir matériel constant qui nous fait perdre toute notion du plaisir issu de la contemplation. Notre travail, comme nos relations, sont négligés par ce phénomène et notre vie s'en trouve ébranlée en ne nous offrant plus aucun point d'ancrage. Il faudrait savoir dire non à cette logique d'accélération et de vitesse. Se caler de nouveau dans le moment présent qui nous redonne l'envie d'apprécier la vie et dans la patience qui, par la force des choses, nous encourage à créer du beau. Le temps est en effet notre plus grande richesse. Celui qui en dispose ou qui sait se l'approprier ne peut que se donner les meilleures chances d'améliorer son art de vivre. Le temps forge à coups d'expérience et le présent nous relie à la source même de la vie en nous détachant de tout mauvais jugement concernant le passé ou de toute anxiété concernant l'avenir. Savoir attendre est une force qui, face à l'ennui, s'avère toujours des plus créatives. Cependant, la créativité ne doit pas nécessairement être liée à un désir de performance. Pour être bon et apporter du plaisir, notre effort doit en effet avant tout rester ludique. Si la performance et la perfection en sont les seules visées, notre œuvre risque en effet de prendre la teinte de notre orgueil. Nous ne sommes ni des dieux, ni même des surhommes. Par contre, notre talent nous est confié par Dieu ou taillé dans l'effort. Pour être apprécié, il doit donc rester humble et ne pas se défaire de cette idée que nul ne sera un jour suffisamment parfait pour produire la perfection. Cela revient en fait à dire qu'il faut savoir accepter d'être imparfait pour rester humain. La chose la plus importante chez l'être humain se situe au niveau des relations qu'il entretient avec ses semblables. Ces relations doivent être authentiques et sincères afin de se projeter dans la durée. Il faut prendre le temps d'apprécier les bonnes choses. Le relationnel est semblable. Il n'est pas nécessaire d'aller trop vite dans l'échange. Il est important de prendre le temps car on apprécie ainsi l'autre plus facilement. Il ne faut pas non plus donner trop d'un seul coup. Il faut savoir jauger sa propre émotion et celle des autres, tout en canalisant son énergie. Ceci est presque comme l'apprentissage de la poésie, où l'on sculpte son sujet après en avoir défini la forme que l'on veut lui donner. L'apprentissage peut être long. La relation avec l'autre est aussi une poésie où les mots « connaître » et « apprendre » sont essentiels. Cette connaissance est le fruit personnel d'une étape qui peut se tourner vers une amitié très forte. Il faut pouvoir discerner l'ambition personnelle des personnes que l'on côtoie pour éviter de tomber dans des relations fondées seulement sur l'intérêt. Car l'intérêt ne mène à rien de bénéfique et sera voué à la destruction et à l'anéantissement des relations quoi qu'il arrive. Il ne faut pas se contenter de rêver à un idéal, car il ne sera pas forcément atteint. Penser et réfléchir mènent à agir et à définir son but et son souhait. Ceci peut être réalisable si le discernement n'est pas conflictuel avec ses rêves, car le chemin ne sera jamais identique à la manière de rêver. Aller sur son propre chemin est essentiel car on y trouve sa foi personnelle et un engouement à tout va. Les rêves peuvent permettre de créer une voie, mais le fait de rêver peut nous égarer. Les rêves sont des pensées dystrophiées par la réalité. Le fait de songer à ce mécanisme peut entraîner des difficultés ou des facultés. C'est comme tout. Dans les rêves, il faut trier.
Ceci peut aider à restructurer sa pensée. Ce travail est une analyse, une introspection que l'on doit faire pour ne pas se laisser envahir par le côté négatif des rêves. Rêves et pensées sont identiques. Alors, le tri que l'on doit effectuer est essentiel pour les comprendre et se comprendre soi-même. L'analyse a pour but un émerveillement par la compréhension et l'éveil de soi. Ceci à n'importe quel âge. Le flux d'idées et de rêves fait partie de notre état et de nos situations, de ce que nous vivons. Vivre ses rêves, c'est à 90% un patchwork que l'on doit améliorer pour ne garder que le côté positif, comme l'amour. Le vécu se greffe sur les rêves, même si l'idéal est dur à atteindre. Cette conjonction est une liberté que l'on doit s'offrir. Savoir ouvrir la cage mystérieuse des idées ou des rêves est primordial pour donner vie à nos cœurs. Le bien apporté à un engouement personnel ou collectif est difficile à atteindre, mais avec de la volonté, on peut tout. L'amélioration de notre personne et de notre puissance affective est une douceur que l'on doit cultiver. Cette leçon est la plus belle richesse qui consiste à faire âme avec notre corps. L'âme et le corps sont en effet liés et constituent les deux moteurs essentiels à la vie que sont le physique et le psychique. Dans le corps et l'esprit, les procédés sont les mêmes. Il faut un entraînement régulier de caractère corporel et physiologique. Cette régularité est nécessaire à une amélioration de santé. Le corps dans son ensemble a besoin d'apprendre ou de réapprendre par l'effort ou la mémoire qui ressource l'être. Ceci a des bienfaits pour le vieillissement. Il est important de travailler et de lutter contre la vieillesse, car il faut se protéger d'un manque de force. Donc chaque effort quotidien et régulier a le but de protéger son soi contre les maladies musculaires ou psychiques. Bouger, marcher sont moteurs pour l'amélioration du quotidien et bénéfiques pour les jours à venir, peu importe l'âge. Bouger ses muscles et entretenir sa mémoire grâce au sport donne des aptitudes physiques contre le vieillissement. Mais il ne faut pas oublier le psychique. Par exemple, écrire, lire aide aussi à mieux envisager l'avenir. Dans la vie, il faut savoir que pour avoir un contrôle sur soi, les efforts aident l'amélioration du bien-être. Comprendre que les difficultés disparaissent grâce aux entraînements permet d'avancer à l'encontre de tout type de problèmes. Les problèmes sont tous gérables à partir du moment où ils sont envisagés avec sérénité et patience. La prise en compte et l'habitude de l'effort permettent de se détacher de toute forme d'anxiété et d'atteindre le niveau de lâcher-prise nécessaire à la résolution des problèmes rencontrés. Se donner les moyens de réussir passe par un quotidien organisé de façon saine et visant l'équilibre. Cet équilibre inclut notre sociabilité. Le relationnel joue en effet un rôle très important dans le bien-être de la personne. Maintenir des relations amicales qui ne soient pas fondées sur la quantité, mais plutôt sur la qualité, est fondamental. On voit effectivement se développer bon nombre de réseaux sociaux sur Internet qui tendent à vouloir valoriser un nombre conséquent d'amis virtuels qui au final ne montrent aucun signe de réelle amitié. Ces réseaux sont mensongers. Dans la vie, il faut aboutir à la sagesse dans un environnement sain où il n'y a pas beaucoup de compétition, juste un entraînement quotidien. Cet entraînement est un travail ultime que l'on doit faire pour être heureux. Dans cet exercice, on trouvera toujours une part de bonheur. Chaque domaine fait par passion à un seuil de bon pour soi.
Ce seuil est légitime pour comprendre sa personnalité. Dans la vie, il y a une multiplicité de choses et on évolue au gré du temps. Un jour il fait beau, un jour il pleut. Il y a le jour, puis il y a la nuit. Être en osmose avec le temps, le climat et l'environnement est le but à viser pour se sentir vivant et en paix avec ses sentiments. Cette paix nous amène à voir un résultat positif dans le cœur des gens. En effet, la guerre tue. Ce combat est digne d'un enfer. Une entrée en guerre éclate les sentiments de tous les combattants. Donc, cela est nuisible à tout le monde. Envisager la paix, c'est éclairer l'idée propre de nos émotions pour atteindre l'amour. Car tout le monde rêve d'amour et l'on a besoin d'amour. Mais il faut d'abord être en paix avec soi-même. L'intérieur psychique fait partie de notre corps. Il doit être calme, apaisé et sincère, comme une délivrance nommée essence. Cette pureté nous est offerte par le reflet que nous offrent les autres. Être pur est la plus forte sagesse et la plus raisonnable que l'on peut avoir. La sagesse est le vase communicant contre toute forme d'angoisse. Savoir trouver l'équilibre des siens, de sa famille en même temps que le nôtre, passe par la simplicité que le temps nous offre. Le temps est précieux. Il est un peu notre guide, celui qui nous dirige vers toutes sortes de libertés humaines. Se trouver à bonne mesure des minutes, des heures et des années, c'est se sentir libre d'exister. L'énergie doit alimenter ce sentiment existentiel, apprécier toutes sortes de choses dans la timeline de la vie. C'est s'épanouir. La joie fait partie de nous et nous devons jouer avec elle dans les actes présents. Si jouer est un mot trop fort, c'est pour dire qu'il faut vivre avec le temps. Donc savourer son existence est comme un jeu passionnel, émotif et amoureux, pour soi ainsi que pour les autres. La joie se dose dans le temps pour nous amener à être pleinement conscients de nos forces intérieures et extérieures. L'endurance est notre oxygène qui jaillit dès la naissance et qui part lors du décès. Ceci est triste, mais il faut être rationnel. Dans ce jeu, nous avions tout le temps de réussir. Nos forces sont vivantes. Le rythme de notre vie est comme une horloge sur laquelle les aiguilles filent. Ne pas avoir peur de nos forces psychiques ou physiques est essentiel. Tant que le cœur bat, que le cerveau fonctionne, nous avons toutes les capacités du monde pour grimper. Toutes sortes de projets artisanaux et humains peuvent alors être accomplis. La volonté est une sorte de chronomètre qui ne s'arrête jamais. Se dire que l'on est maître de son temps prend un sens profond. C'est la règle élémentaire qui nous dirige vers la victoire. Chaque chose a une mesure comme un baromètre. Il y a des bons côtés ou des mauvais, donc il faut faire avec. La vie monte et descend. Il existe réellement du bonheur, de la mélancolie et de la tristesse. Il faut se donner à cœur pendant notre vie sur Terre de ne jamais baisser les bras, car l'existence est l'essence de toute action. Elle fait partie d'un tout dont nous ne percevrons jamais la totalité, mais dont nous sommes dépendants et où nous avons forcément un rôle à jouer, quel qu'il soit, et ce, même s'il est minime. Nous devons être conscients que notre existence s'est avérée nécessaire et que le rôle dont nous avons hérité s'intègre dans une mécanique dont nous ne comprendrons pas toujours les rouages. Tous les destins sont différents car nous sommes sur Terre pour faire nos propres expériences, apprendre et découvrir différentes choses. Chaque étape a ses problèmes et ses résolutions. Avec le courage et la volonté, on avance et on résout tous les dilemmes que l'on peut avoir.
Avec la paresse, tout s'éteint. L'action mesure les bonnes intentions si cela doit amener à un échange. Nous avons tous besoin d'action, même les personnes malades, les vieux ou les enfants. Chaque chose prend sa place dans notre vie de tous les jours. Nous n'avons pas besoin de le voir pour le ressentir. Nous avons tous besoin d'échanges, sinon nous tombons dans l'avidité et la perversion. Le cœur est fait d'énergie, de richesses intérieures et extérieures. Alors, les individus doivent transmettre un message riche, beau et chaleureux. Nous ne pouvons pas nous procurer notre bonheur tout seul, car toute action serait alors teintée de pur narcissisme, comme cela est le cas pour la sorcière de Blanche-Neige, par exemple. L'ego est comme coincé dans une bulle dont il serait dépendant pour vivre. Si celui-ci était amené à grossir trop, il ferait éclater la bulle qui le maintient encore en vie et serait donc voué à disparaître totalement en étant lui-même responsable de son propre échec. Nous avons multitude de casquettes. Entre vie professionnelle et familiale, il faut savoir trancher. Certaines tâches de travail et d'énergie se dosent grâce au mental. Nous ne pouvons pas donner notre âme à tout le monde et nous ne pouvons pas être parfaits pour tous, collègues, amis, famille. Cependant, il faut être avec les gens que l'on aime, attentifs et disponibles. Peu importe leur statut, leur classe sociale. Prenons en exemple un maître et son élève, un père et son fils, une mère et sa fille. La communication doit être axée sur la bienveillance et la transmission de savoir, mais aussi de valeurs. Dans le monde de l'entreprise, ces relations sont perverties par l'envie, la jalousie ou l'égoïsme. Quelques règles pour être heureux. Cessez de se comparer aux autres. Acceptez que les autres aient des besoins ou des envies différents des siens. Acceptez que l'autre ait besoin de repos au moment où l'on a soi-même besoin d'action. Développer une communication claire et suffisamment synthétique pour faire passer l'essentiel de son information. Ne voir que le côté positif des choses et refuser de laisser rentrer chez soi un négatif envahissant.